retour dans cette émission pour la seconde partie de ce numéro de l'autre journal. Nous allons maintenant aborder un autre sujet, un sujet qui nous préoccupe tous dans le pays. Pendant que le Premier ministre déclare à Paris, cette semaine, ce week-end, que tout va bien au pays, qu'il y a le développement, que les Togolais se sentent bien. Voilà, ces mêmes Togolais, avec une petite pluie samedi dernier, se retrouvent dans l'eau. Partout, dans tous les quartiers aujourd'hui à Lomé, c'est l'inondation. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Oui, mais les Togolais sont habitués, ils sont devenus des crapauds de vivre dans l'eau. Bien sûr, puisque à chaque année, il y a problème d'inondation. À chaque année, on constate la même chose. Les Togolais sont devenus des crapauds. Aujourd'hui, ils coassent sous l'eau. Et puis, bon, il n'y a pas une grande solution qui leur est trouvée. Mais j'étais étonné lorsque je suivais le chef de l'État disait à COP 2015 que ceux qui connaissaient avant COP le Togo... 2021. COP 2021. Non, COP 21. Mais en 2015. En 2015, voilà. En 2015. Maintenant, il disait que avant, le Togo avait des problèmes de sérieux problèmes d'inondation. Ceux qui connaissaient le Togo savaient que il y a assez d'inondations, c'est-à-dire en 2009, 2008, 2009, etc. Mais depuis qu'ils ont engagé les grands travaux d'assainissement, il n'y a plus l'inondation au Togo. Ça a fait rire aux Togolais. Je suivais sur les réseaux sociaux la dernière fois, les gens ont monté des vidéos en guise de moquerie du chef de l'État. Ça fait quand même honte. Ça fait quand même honte. Et puis ces vidéos ont circulé partout dans le monde entier. Et le jour-là, il avait eu plu et sous le pont de Kégué, ce que des gens appellent communément au Togo, peut-être qu'ils n'ont jamais vu un échangeur. Puis bon, l'eau a emporté et les personnes, et les voitures, et les motos. C'est étonnant que aujourd'hui, malgré tout ce qu'eux-mêmes ils appellent les grands travaux d'assainissement, ce qui les avait amenés à construire le quatrième lac qui jusqu'à ce jour est encore inachevé, juste parce que des gens ont bouffé de l'argent, ils n'ont pas fini le travail. Il y a les caniveaux qui sont là, inachevés. Vous parcourez toute la zone, Kaïnkop, Adakbame, Kagome, Adamavo. Ces caniveaux quand même devaient drainer les eaux même jusqu'à Blogame, à Aligo, vers le quatrième lac. Mais rien, dès que vous parcourez ces quartiers-là, quand il pleut, c'est le dégât total. C'est le dégât total. Aujourd'hui, c'est la zone, comment appelle-t-on, Kidranawe, Nyekonakwe, et puis dans toute la capitale, c'est que c'est vivable. On ne peut plus passer tranquillement à travers les rues de Lomé. Et quand vous voulez parler, les autorités vont vous dire que ce sont les populations, ce sont les gens même qui sont allés acheter dans les zones ou construire dans les zones inondables. Je crois que il revient quand même au gouvernement de surveiller, d'implanter quand même des panneaux dans des zones inondables. Ça se fait ailleurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'au Togo on n'arrive pas à faire ça. Maintenant, aujourd'hui, cette histoire d'inondation-là, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Il suffit, même les retenues d'eau qu'on a construites à travers, quand il pleut là, c'est plein. La dernière fois, c'était le samedi, lorsqu'il avait plu, la lagune de Nikonakwe là, c'est plein jusqu'au niveau de
du trottoir. Enfin, ça a dépassé, mais ça a occupé même la chaussée. Oui, mais ça a occupé la chaussée. Et malheureusement, selon les informations que j'avais recueillies, une voiture qui descendait de la colline du CHU Token, le chauffeur n'arrive plus à distinguer la limite entre la chaussée et la lagune, bizarrement, et ils sont tombés dans l'eau, dans la lagune, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ah bon. Et, oui, mais c'était ça l'information. Et les sapeurs-pompiers étaient venus pêcher ces morts, les corps là. Oui, mais bien sûr. Mais bon, eux aussi ne savent pas qu'il y a encore... Ils ne connaissent pas le nombre de personnes qui se trouvent dans la voiture. Ils ne savent pas s'il y a encore un autre corps qui est perdu dans la lagune. Aujourd'hui, ça devient un sérieux problème. Et moi, je me dis chaque fois, ceux-là qui ont donné de l'argent, comment est-ce qu'ils font leur travail? Comment est-ce qu'ils font le projet? Et qui fait le suivi de ces projets-là? Mais jusqu'à ce jour, on dit une minorité s'accapare des biens du pays, on voit des gens voler, au vu même du chef de l'État, puisque c'est lui-même qui a dit que c'est une minorité. Forcément, il doit connaître cette minorité-là. On ne dit rien à personne. Les choses, le pays là va très mal. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Le plus important, c'est s'accrocher au pouvoir. Ne touchez pas à mon fauteuil, sinon on va vous mettre en prison à vie. Le plus important à faire, c'est de faire le travail sur le terrain, c'est de donner du plaisir, c'est l'envie de vivre au Togolais. On n'arrive pas du tout. On n'arrive pas du tout à voir ça. La petite pluie là, vous avez vu la vidéo réalisé par le pasteur de comme le premier agent au maire du Golfe 2. Vous avez ça, c'est dans l'assiette d'une maison, ça c'est une maison. Quand est-ce que l'eau là va tarir? Quand est-ce que ça là va disparaître et que les gens vont retrouver leur chambre? Vous allez voir tout à l'heure, avant, il y a un ministère, je ne sais pas si le ministère agit encore, le ministère des Affaires sociales. Avant, quand il y a inondation, la ministre, elle fait quoi? Elle sillonne tous les quartiers, elle distribue des nattes, elle distribue des vivres et non-vivres. Comme quoi, des gens vont dormir sur ces vivres et non-vivres. Ça ne fait pas quand même du sérieux. Vous arrivez aujourd'hui à Cotonou, vous n'allez plus voir aucun quartier de la ville, de la capitale, dans cet état que nous voyons. Le Ghana, on ne va pas en parler. Au Burkina, on ne va pas en parler. Annonce juste à côté de nous ici. Vous n'allez plus voir un quartier de la capitale, à Cotonou, dans cet état que nous voyons. Et ce qui est bizarre, que maintenant, tous les usagers, les habitants qui sont le long de ces rues, chacun veut quand même empêcher de rentrer dans sa maison. On met des ordures dedans, on met des cailloux dedans, on met du n'importe quoi. Et vous allez voir que l'image même de la capitale, cette insalubrité totale de la capitale, c'est quand même bizarre. Quand on veut gouverner le pays, on veut gérer le pays, et on est dans cette situation. Moi, je ne vais pas faire des commentaires sur la déclaration du Premier ministre, parce que je crois que des gens sont partis là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils sont partis faire. Sinon, à ce moment précis où on a augmenté toutes les taxes, il y a la vie est très chère, tout le monde crie, il y a contestation, il y a même les contestations électoraux qu'on n'a pas encore vidés. Et on va dire de l'autre côté, peut-être qu'on a promis vous donner un prix, et vous dites, je ne sais pas quoi, qu'au Togo tout va bien. Dans cette situation, à cette période-là même, le Togo va bien et le bol du maïs est à 800 francs. Vous voyez, allez acheter le sachet de gari là, le petit sachet de gari, 50 francs, vous allez voir si le bébé de moins de 2 mois peut manger ça et être satisfait. Tu donnes du gari à... Non, mais je donne du n'importe quoi, Je dis du n'importe quoi. C'est-à-dire que ça ne représente plus rien, absolument. Ça ne représente, c'est le gari qu'on met dans le sachet, qu'on nous vend. Et nos mamans nous vendent à 50 francs là. Je ne sais pas si tu as encore acheté ça aujourd'hui ou avant-hier ou hier. Mais franchement, tout est devenu très cher dans le pays. Le gombo, il y a, comment appelle-t-on, 4-5 morceaux de gombo là. Ça fait 200 francs. La tomate là,
2, 3, 4 tomates là, ça fait 250, 300 francs. Le piment, n'en parlons plus. Jérôme, toi, tu fais les courses? Oui, mais moi, je suis un journaliste de terrain. Je vais chaque fois au marché, c'est pour avoir le prix. Pour que quand je vais parler des prix des premières nécessités, qu'on ne dise pas que... un litre d'huile, c'est passé de 800 francs à 1200 francs. C'est passé de 800 francs à 1200 francs. Je vous dis que tout est cher maintenant sur le marché. Maintenant, on va devant ces blancs-là, bon, ou se donner du plaisir, on dit que tout va bien au pays. Tant mieux. Merci beaucoup, Jérôme et Ferdinand. Il faut une inondation aujourd'hui. Non, ça rejoint tout ce qu'on a dit dans la première partie, le manque de planification, le manque de vision. Une ville, il y a un plan, il y a des normes, il y a des dispositions. Mais lorsque vous faites les choses avec une forte odeur de politique, nous n'allons pas faire les routes à Hébé parce que les gens de Hébé votent pour l'opposition. Nous n'allons pas faire les routes à Kodjevia-Kopé parce que les gens de là-bas ne nous aiment pas. Nous n'allons pas faire les routes à Ranko parce que ne nous aiment pas. On ne va pas faire les routes à Blogame parce que nous n'habitons pas là-bas ou bien nous n'avons pas nos frères là-bas. Comment pouvez-vous développer une ville de façon harmonieuse? Parce que tous les quartiers d'une ville sont dans un ensemble qu'il faut développer et harmoniser selon un plan directeur bien tracé pour que, parce que c'est une continuité. Je ne sais pas si vous voyez, les quartiers se juxtaposent les uns aux autres et c'est une continuité. Donc vous ne pouvez pas débarquer du jour au lendemain en disant nous coupons ce quartier parce que les gens qui sont ici ne nous aiment pas, on va faire les routes ici, on va abandonner ce quartier. Si vous abandonnez ce quartier, le jour où ce quartier sera inondé, le trop plein d'eau va venir sur vos quartiers bitumés. Donc, c'est avec cette vision politisée de la chose publique qu'on est en train de gouverner le Togo. Et tous les choix sont faits selon les sentiments politiques. Il y a un groupuscule, ce que j'ai appelé la dernière fois les éminences grises du mal. C'est-à-dire que ceux qui représentent l'État sorcier, celui-ci on ne l'aime pas, il faut le détruire, celui-ci on ne l'aime pas, il faut le détruire. Les gens d'ici ne votent pas pour nous, il faut les priver d'électricité, il faut les priver d'eau, il faut les priver de routes. Et ces gens-là, à chaque fois qu'on doit mettre un projet en place, c'est eux qui prennent la décision. C'est eux qui disent non, on ne va pas mener la route là-bas. Sinon, comment vous pouvez comprendre que le centre-ville de Lomé, qui est la vitrine du pays, quand je dis le centre-ville, tous les quartiers, les vieux quartiers de Lomé, à l'époque, les quartiers comme Kodjevia-Kopé, Nikonakwe, tout ça, on les appelait les quartiers des Blancs. Je ne sais pas si vous voyez, tous ces quartiers-là, on a refusé de mettre du goudron dans ces quartiers-là. On a refusé de mettre du goudron dans ces quartiers-là. Maintenant, vous prenez le quartier administratif et le marché, et le quartier commercial, où on accueille les étrangers qui viennent faire leur marché chez nous. Donc, ils repartent de chez nous avec l'image que nous avons de notre pays. C'est le grand marché du Togo. Les gens du Bénin, du Burkina, du Niger, du Gabon, du Congo, et du Cameroun, tout le monde vient acheter là-dedans. Alors, vous avez laissé ce marché-là. Aucune rue qui rentre et qui sort du marché n'est bitumée. Le marché est dans la boue. Les femmes vendent dans la boue. Les femmes s'asseyent dans la boue. Et vous venez percevoir les tickets dans la boue. Et quand il pleut, les femmes sont inondées. Et les femmes crient tous les jours. Personne ne leur vient au secours. Vous prenez les quartiers à Blogam et Ben, tout ça là. Bon, ça c'est comment je vais appeler ça? Ça c'est le... ça c'est les rebelles. Ça c'est le quartier des rebelles. Eux, on ne sait même pas qu'ils existent. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, si vous prenez par exemple un vol de l'aéroport de Lomé pendant le jour et que vous décollez, puisque notre bureau, c'est-à-dire là où on est en train de faire le débat là, nous sommes dans le champ des avions. Dès que les avions décollent ou s'ils prennent le sens contraire pour atterrir, ils passent sur nos têtes. Dès que vous décollez pour passer à Bassadi là, vous voyez les tôles qui sont de 1950, 1960 et vous voyez dans les quartiers, il y a de l'eau partout. Du haut dans l'avion, puisque l'avion n'est pas encore en hauteur, c'est ce que vous voyez. Et c'est l'image que vous gardez du Togo. Puisque celui qui vient au Togo, s'il est en transit, il n'a pas mis les pieds à Lomé, il a juste changé d'avion à l'aéroport de Lomé. Dès qu'il décolle, c'est l'image qu'il a du pays. Bien sûr. Et
nos dirigeants sont les plus grands voyageurs. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils décollent, ils voient ça. En commençant par Faure Gnassingbé, il est tout le temps en l'air. Et donc, quand il décolle, il voit ça. Mais il ne dit rien. Il ne dit pas que, écoutez, on va changer l'image de cette ville-là, on va faire les routes, on va redimensionner les choses, on va casser les choses, on va obliger les gens à reconstruire une ville moderne. Mais ce sont les gens qui vont vous dire que le Togo est sur la voie de l'émergence. Mais pour être émergent, il faut d'abord maîtriser le cadre de vie. Il faut que le cadre de vie soit décent, soit propre. Donc, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait de l'assainissement. Aujourd'hui, Lomé ressemble à Venise, sous les tropiques. Il faut préciser ça, parce que Venise, même en Europe, est bien organisée. Ici, c'est sous les tropiques. Et donc, vous venez de le dire, aucun quartier n'est épargné. Il y a quelques années, c'est certains quartiers qui sont inondés. Mais aujourd'hui, tous les quartiers, en dehors de la caisse, et de la cité Ouya et de cité du Millénium, où eux-mêmes, ils sont allés se barricader et ils ont mis les portails. En dehors des soldats qui sont là, il y a les barrières des soldats, mais ils ont encore mis des portails. C'est-à-dire que c'est un double blindage. Là où eux-mêmes, ils sont partis se cacher. Puisque tous les ministres aujourd'hui, la plupart, là, sont ceux qui sont encore dans les quartiers en ville. Tous sont partis rester à la caisse. Et ce sont des portails électroniques. Des portails électroniques avec des caméras. Ils ont créé leur supermarché champion à côté. Donc ils sortent, ils vont, ils achètent, ils retournent dans leur bunker. Tout le reste de la ville est dans l'eau. Et ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Mais tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié, comme je le disais, à manque de planification, manque de vision, mais c'est lié aussi à la corruption. Depuis 16 ans que Faure Gnassingbé est là, il y a eu une émergence de nouveaux entrepreneurs de BTP créés par le système en place. Des gens qui ne sont experts en rien, qui ont monté des entreprises, à qui on donne des marchés. Ils vont chercher des jeunes de BTS dans les écoles de BTS, pour disons leur directeur technique, niveau BTS, alors qu'on parle des questions de ponts et chaussées et de routes. Donc il faut être vraiment ingénieur, sorti de grandes écoles. Et avoir beaucoup d'expérience. Avoir beaucoup d'expérience. C'est à ces gens-là qu'on remet les marchés publics gré à gré, ou bien par des procédures truquées, ils prennent les marchés. Et si le marché est 20 milliards, du décaissement de fonds jusqu'à la réalisation du projet, il y a la moitié qui est partagée en commission. Aux barons, aux experts qui sont au ministère des TP, aux gens qui sont dans les commissions des marchés, chacun prend sa part. Et le gars lui-même, il achète une grosse voiture, il en achète plusieurs. Et le reste là, on va faire une route approximative, sans caniveau. Et on est étonné que quand il pleut, tout le pays est inondé. C'est ça, c'est la corruption qui entraîne ça. La corruption et l'impunité. Faites une étude pour voir en quoi consiste aujourd'hui la mafia du BTP au Togo. Et les gens qui tiennent les entreprises, qui prennent les marchés gré à gré, qui obtiennent les routes, ils sont de quel bord? Et pourquoi on ne les poursuit jamais? Nous avons la chance que, comme les bureaux de contrôle sont corrompus, comme il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. C'est la Cour qui contrôle les travaux maintenant. C'est la nature qui est le plus grand contrôleur des travaux publics. Quand il pleut, vous avez une idée si les travaux ont été bien faits ou mal faits. Et au moins, c'est un contrôle naturel. Vous voyez, et efficace. Il n'y a pas de corruption là-dedans. Dès qu'il pleut, on évalue l'efficacité des caniveaux, des routes et tout ça. Et quand vous circulez dans toute la capitale, toutes les routes qu'on a dit, on a refait, vous voyez, c'est la catastrophe. Et les cris d'alarme des populations viennent de partout. Maintenant, il faut ajouter quelques entreprises étrangères qui sont aussi dans la mafia, qui sont venus ici, des entreprises tunisiennes que des barons ont amenées ici, qui sont restés ici, partagent l'argent, des entreprises marocaines, et des entreprises chinoises, surtout les Chinois. Surtout les Chinois. Les Chinois, vous avez vu la route Lomé-Vogan. Ils sont là partout. Qui est la route Lomé-Vogan qui est au cœur de ce grand scandale qu'on a dénoncé et on a été obligé de voter encore, de chercher encore un autre financement. Quand vous prenez la route Lomé pour aller à Vogan, j'ai fait le tour il n'y a pas longtemps, vous voyez que la route, arrivé à un moment donné, il y a seulement l'ancien chaussée qui a été revêtu. C'est juste un revêtement. Ce n'est pas une route. Donc, vous roulez sur une bonne chaussée, à un endroit, vous roulez sur une chaussée ancienne qui a été revêtue, et c'est comme ça que la route est, si je peux parler, bizarroïde, assassin jusqu'à Vogan. C'est comme ça. Et les milliards qu'on a engloutis là-bas, vous ne savez pas où est-ce que c'est passé. Et donc, je reviens sur les bassins de rétention. Je ne sais pas qui a eu cette idée, je ne dirais pas, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une idée
je ne veux pas la qualifier, je ne veux pas être désagréable, mais je veux être un peu édulcoré. Une idée de paresseux, de créer des trous, moi je les appelle des trous, entre les quartiers pour stocker de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et sans aucune étude. Alors que, quand vous prenez la position de Lomé, on peut drainer des canalisations sur des kilomètres, soit dans la lagune du côté bas ou dans le fleuve Zion de l'autre côté. On peut drainer de l'eau. Il suffit de dérouler de grands projets, de chercher des financements. Alors, on est allé chercher des individus pour venir creuser des trous, parce que c'est une manière de donner du marché à des amis, à des proches, à des copains, à des copines qui votent autour de la République. On est parti donner du marché à des gens. Ils viennent, ils creusent des trous. Ils ne font aucune étude sérieuse parce que les gens s'étonnent que les retenues d'eau sont débordées. Dans un pays où vous n'avez pas, par exemple, des statistiques sur 20 ans, 30 ans, pour savoir la quantité d'eau qui tombe dans un périmètre donné sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour faire des calculs et savoir que le trou que vous voulez creuser là peut absorber l'eau qui va tomber en ajoutant les aléas du changement climatique aujourd'hui. Vous ne faites aucune étude. Vous n'appelez pas les spécialistes, c'est-à-dire météorologues, géographes, hydrauliciens, hydrologues, géomorphologues, pour s'asseoir et réfléchir pour savoir si le trou qu'on est en train de créer là-bas peut contenir l'eau qui vient de tous les endroits du quartier. Parce que quand je parle de hydrogéologue, hydrologue et tout ça, parce que l'eau s'infiltre. Il faut que l'hydrogéologue soit là pour donner son avis sur les couches de terre ou de sable qui sont là-bas pour savoir si la pénétration de l'eau est parfois facile dans le sol. Donc l'hydraulicien qui regarde comment les canaux par lesquels l'eau quitte les quartiers pour arriver. Mais vous n'avez pas pris tous ces gens-là. Donc vous prenez des gars qui sont sortis dans des écoles privées disséminées dans les quartiers. Et comment même ils choisissent les lieux, les endroits? Ils arrivent, et puis ils disent, bon, on va creuser ici. On va creuser, et puis on va mettre une retenue d'eau. Et ces retenues d'eau sont devenues aujourd'hui des trucs dangereux si on ne trouve pas un mort dedans. Si on ne tue pas quelqu'un pour aller chercher dedans. Si les enfants ne s'aventurent pas pour aller se noyer dedans. C'est quand il pleut, les retenues d'eau débordent et tous les quartiers sont inondés. Je donne deux exemples. Avedi, Concorde. Oui. Les sapeurs-pompiers sont intervenus cette semaine avec la grande pluie. Plusieurs fois à un moment donné, ils sont débordés. Toutes les maisons qui sont tout autour de la petite retenue d'eau qui est avant le carrefour Bodjona. Tous ces quartiers sont inondés. Jusqu'à l'hôtel Concorde, il n'y a pas de passage. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer. Pendant un jour, c'est-à-dire qu'il a fini de pleuvoir, le lendemain, personne ne bougeait. Tous ceux qui sont dans les maisons là-bas ont sorti leurs bagages. Parce que toutes les maisons sont inondées. Alors que cette zone n'était pas en fait une zone qui s'inondait avant les travaux. Donc, on a même creusé une retenue d'eau au grand marché de Djalaoué. Vous imaginez la criminalité de cet acte-là? Vous imaginez la criminalité de cet acte-là? C'est-à-dire qu'au cœur du marché de Djalaoué, on pouvait trouver une solution pour canaliser l'eau et le sortir du marché. On a trouvé la solution la plus facile. On a creusé un grand trou. On a fait une retenue d'eau au cœur du marché. On a donné à un entrepreneur, il a fait n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand il pleut? Tout le marché est inondé. Parce que la retenue d'eau est débordée. Tout le marché est inondé. Tous les hangars où on va là, les gens sont dans l'eau. Vous voyez, on a même créé une retenue d'eau à l'université où on forme les ingénieurs, les gens d'ici. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On forme les gens d'ici. On a créé une retenue d'eau à l'université. Alors que au plus bas de la clôture de l'université, il y a déjà un lac. Voilà. On aurait pu faire juste une canalisation souterraine pour drainer les eaux vers ce lac-là et l'affaire est réglée. On a creusé une retenue d'eau, vous ne le savez pas, vers la présidence, la nouvelle présidence. Parce que là où il y a la place des fêtes, et la présidence était souvent inondée. Il y a eu des fuites, je ne sais pas si vous vous souvenez. La présidence est souvent inondée, le sous-sol est souvent inondé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré une canalisation de la présidence pour amener dans une retenue d'eau qui est entre la place des fêtes, le Lomé 2 et le camp des Périvers. On a trouvé une solution facile. Au lieu de trouver une bonne solution pour toutes. Le Lomé 2 n'est pas loin de Kégué et donc n'est pas loin du lit de Zion pour aller à Djabélé. On aurait pu faire une canalisation pour arriver là-bas. Donc tout ça, c'est l'approximation avec laquelle
on gouverne le pays. C'est comme vous donnez quelque chose à des gens qui ne sont pas des spécialistes. Ils sont en train de le manipuler sur des années. Mais le système lui-même est devenu tellement mafieux qu'il n'y a que les solutions faciles qui arrangent les gens, on se partage l'argent. Et donc, la situation que nous vivons aujourd'hui à Lomé, elle va aller de mal en pire. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que chaque année, la question d'inondation va aggraver la situation des Togolais. Parce que la mafia est difficile à démonter. Les gens se sont énormément fait d'argent dans le système des BTP, dans les travaux publics. Ils ont amené d'entreprises aussi véreuses dans le pays, au point que personne ne fera rien. Et donc, on va évoluer, surtout que les nouveaux quartiers qui se créent, il n'y a pas aussi de planification. Les gens construisent seulement. Les gens construisent. Les gens construisent. Les nouveaux quartiers là sont livrés à des géomètres verrés. Les gens font les routes, ils tracent les rues. Les gens construisent. Il n'y a aucun problème. Alors, quand on a un pays comme ça, qui a un visage totalement abîmé, aller à Paris pour dire que le Togo va bien. Je ne pense pas que des investisseurs sérieux puissent se décider à venir investir dans ce pays. Pour la simple raison que nous ne sommes plus dans les années 70. C'est dans les années 70 que on peut aller facilement berner les gens, parce que les gens, il faut qu'ils arrivent sur le terrain pour avoir des éléments de contradiction. Aujourd'hui, quand vous voulez avoir des informations sur Ferdinand Ité, si quelqu'un vient vous parler de Ferdinand Ité, vous voulez avoir toute une pile d'informations sur Ferdinand Ité, vous tapez dans Google. C'est tout. Vous faites des recherches, ça vous sort toutes les informations. Donc, Toméga n'a pas besoin d'aller en France convaincre les gens de venir. Les gens vont taper dans Google, ils vont dire Togo. Et ils vont taper clic, ça va sortir. Instrumentalisation de la justice, vol d'élection, trafic de ceci, pillage, route, inondation, route de ceci. Ça dit que bastonnade des populations, braquage. Et quand il voit ça là, il prend son sac, il va au Ghana. Il ne vient pas. Parce qu'il n'a pas besoin que quelqu'un vienne le convaincre de ne pas venir. Il suffit qu'on lui tape. Il voit le niveau de la population, il voit comment les gens vivent, il voit le pays, il voit les rues, il voit le niveau d'instruction, il voit la justice surtout pour un investisseur, comment on tranche les litiges, il voit le pouvoir politique, le pouvoir politique et judiciaire, il voit que les élections depuis 30 ans sont truquées, gagnées par la même personne, il voit qu'on bastonne les gens, il voit qu'on tue les gens, il voit qu'on jette les gens en prison pour des raisons de leur opinion. À la fin, il se dit, mais je ne vais pas sauter dans le vide. Donc, notre chantre gouverné autrement n'avait pas besoin de se déplacer à Paris pour convaincre les gens de venir investir au Togo. Si des gens viennent, c'est des véreux qui viennent comme... c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui pour investir au Togo, c'est des gens véreux. C'est-à-dire qu'ils sont aussi de même acabit que ceux qui sont là, quoi. Vous voyez. Et donc... Comme le prix qu'ils ont reçu. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, voilà notre pays. On n'a pas besoin d'aller tromper les gens pour ça. Le Ghana ne fait pas du bruit. Le Ghana ne fait pas du bruit. Le Rwanda ne fait pas du bruit. Mais le Ghana a commencé par assembler des voitures. Oui. Ils ont commencé par... cette année, ils vont commencer par assembler les Volkswagen et tout ça. Là, ils ont commencé les Toyota. Et c'est des emplois. Et ils font d'autres choses merveilleuses. Ils ne font pas du bruit. Mais quand les gens... La Côte d'Ivoire a sorti son ordinateur. Oui. Et tu sais que par exemple, l'aéroport du Ghana, il y a au moins une soixantaine de vols par jour. Contre une dizaine au Togo. Quand les vols d'Asky partent là, il n'y a plus rien. Air France arrive, c'est rien. Et donc, vous ne pouvez pas aller convaincre les gens qu'un pays qui est en train de s'effriter dans vos mains, les gens vont venir jeter leur argent par la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, le Togo ressemble à un barrage qui est en train de céder. Je ne sais pas si vous voyez. Un barrage, quand vous voyez dans les films là, le barrage veut céder, on essaie de colmater les trous, mais la pression de l'eau fait que le barrage finira par céder. Je suis convaincu que si vous approchez Faure Gnassingbé, même lui-même aujourd'hui, il va vous dire qu'il ne sait pas par où prendre le pays. Parce que le pays est totalement, ça dit que c'est frite dans ses mains. Ça dit qu'il veut fermer ce trou, un autre trou s'ouvre, il veut fermer ça, un autre trou. Finalement, il ne peut rien faire. Et ça, c'est le système monstrueux qu'eux-mêmes ont créé, qui s'est développé, qui est devenu une pieuvre, qui ronge tous les secteurs du pays. Le Togo est le seul pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui où les fonctionnaires et les directeurs de société sont milliardaires, ils sont plus riches que les hommes d'affaires. Oui. Et ça ne... Alors que le pays est surendetté. Oui, ça ne choque personne. Quand on parle de la vie chère, on parle du maïs. Mais il y a quelque chose que les gens n'évoquent pas. La plupart de ceux qui font aujourd'hui la spéculation sur le maïs, c'est les barons. Mais les gens ne le savent pas.
les barons ont des fermes un peu partout. Ils ont pris des terrains, 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares, 1000 hectares. Ils ont créé des fermes avec l'argent qu'ils ont volé dans le pays. Ils ont des troupeaux de bœufs. C'est leurs bœufs que les peuples utilisent pour manger les animaux des gens. C'est pour ça les plantations des gens. C'est pour ça que quand il y a un conflit entre les peuples et entre les éleveurs et les agriculteurs, quand on va à la justice, le juge donne toujours raison au peuple. Parce qu'il y a un baron derrière. Je ne sais pas si vous voyez. C'est leurs animaux que les peuples conduisent dans la brousse. Ils ont ça. Ils ont les champs de maïs. Et c'est eux, depuis un certain temps, quelques semaines, qui convoient leur production de maïs à Lomé et qui font la spéculation. Je peux vous citer des noms, mais je me garde de les citer. Mais c'est eux qui font ça, avec la complicité de leur réseau et tout et tout. Donc, voilà un pays où les gens mettent la main sur tout et les populations n'ont rien. Et ces gens-là, ils sont contents. Et ils sont contents d'amasser et d'écraser les autres. Et ce n'est pas dans un pays comme ça où les adversités sont réelles, il y a une tension qui ne dit pas son nom, et il y a une atmosphère anxiogène. Les gens sont tellement stressés que les jeunes aujourd'hui font des crises d'AVC, ils meurent. Pour un oui ou pour un non. Ce n'est pas dans un pays comme ça qu'un investisseur sérieux viendra mettre son argent parce que l'investisseur il vient dans un cadre assez assaini pour pouvoir faire ses affaires. Voilà, donc il faut arrêter de gaspiller le peu d'argent qu'on a, prendre des avions pour aller rester dans les hôtels à Paris. Cet argent-là, on peut rénover la maternité du CHU, le CHU Sylvanus Olympio et mettre quelques lits pour soulager le trop plein de bébés qu'on met sur les lits et qui meurent tout le temps. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas, à la maternité. Les bébés meurent tout le temps parce qu'il n'y a même pas de place. On a les bébés comme des poupées. Et les enfants meurent. On a besoin de lits. On a besoin de lits complémentaires, une dizaine, une vingtaine de lits pour soulager les enfants, les bébés qui naissent. Mais ça ne préoccupe personne. On prend l'avion, on va à Paris et puis on dit bon voilà, le Togo, on investit dans le développement humain. C'est ce qu'on dit dans le capital humain. Oublions que le capital humain, c'est d'abord un cadre de vie décent, une vie décente pour les citoyens, des hôpitaux pour bien se soigner, des écoles pour former les gens, des universités pour former les gens et des routes pour que les gens circulent. Si vous n'avez pas ça, dans quoi vous investissez? Mais aller à l'hôpital de Baie pour poser le garrot à une fracture, c'est avec du carton qu'on le fait. C'est avec du carton. C'est avec du carton. J'ai la preuve de ce que je dis. C'est avec du carton qu'on le fait. Alors qu'on dit qu'il n'y a pas de problème au niveau du Togo. Le président a parlé tout à l'heure du drainage de l'eau, de l'assainissement de l'eau. Il y a l'ancienne Boca. L'ancienne Boca. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors avant la Boca là réglait le problème d'assainissement, le problème d'inondation à Lomé. C'était un régulateur. C'est un régulateur. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On a abandonné la Boca là-bas et puis bon. Oui, mais Jérôme, ils ont intérêt à l'abandonner. Ils ont intérêt à abandonner ça parce qu'ils ont intérêt à créer d'autres chantiers pour voler de l'argent. C'est comme ils sont en train de faire les châteaux en ville. Oui, alors qu'il y a des anciens châteaux qui sont abandonnés. Alors que ces châteaux ne sont pas abîmés. Ils disent juste réhabilités. Mais ils disent non, on construit de nouveaux châteaux. Ils vont vous dire que les nouveaux châteaux seront de normes, ceci. Ils volent l'argent, c'est tout. Et c'est le même sol qu'ils ont réservé à Boca. Et pour les retenues de là, il n'y a aucun garde-fou. On ne met aucun garde-fou. Et puis, c'est resté à l'air libre comme ça. Et les enfants peuvent y tomber à tout moment. La dernière fois, à l'EPP, comment appelle-t-on, 13 janvier, vous avez vu l'information selon laquelle un Médira est tombé dans l'eau. Oui, tout à fait. Mais tout ça là, et chaque fois, cela ne leur dit rien. On continue de créer. Je ne sais pas où ils ont amené cette histoire de retenue d'eau là. Je ne sais pas celui qui a apporté au Togo ce projet. Et puis partout maintenant à Lomé, la solution, il faut creuser un trou, mettre du ciment tout autour, et puis on le laisse comme ça. Et un réservoir de moustiques, de moustiques, il y a les crapauds, il y a les serpents. Et le plus mauvais, même avec le 4e lac, là, vous entendez tous les jours, des gens tombent, des gens meurent dedans. Il n'y a aucun garde-fou. Vous allez au niveau derrière, comment appelle-t-on, contour global. Vous arrivez là-bas, on a une grande canalisation. Ils n'ont
pas pris des mesures. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de garde-fou. Les gens tombent dedans. Et puis c'est bouché par les ordures. Oui. Le vent amène ça. Et on ne dit rien. Personne ne dit rien. Et puis ça fait quand même, ça fait mal de voir des gens comme ça qui nous disent qu'ils dirigent le pays et gaillardement ils vont s'asseoir devant ces blancs là pour dire que bon, il n'y a plus rien, il n'y a pas de problème au Togo. C'est très dangereux. C'est très dangereux. L'autre visage de cette innovation-là, c'est ce qui se passe dans nous. Parce que les femmes sont obligées de rester dans la peau, dans cette eau mélangée avec des ordures, pour prendre. Et pourtant, on leur prélève des tickets, des taxes dans ces marchés-là. Oui, mais. Ceux qui gèrent les marchés-là, ils refusent de parler. Eh mais, c'est bizarre. Vous arrivez au marché d'Adaolato, la dame, la directrice là, chaque fois, ces agents, le commissaire de police, direct de Boupessi. Voilà, ces agents sont dans le marché qui collectent à longueur de journée des tasses. Même des gens qui n'ont pas des installations assez importantes, on leur prélève des tasses. Alors que vous arrivez au niveau du collège Sacré-Cœur, au marché, là où il y a les vendeuses de poissons, c'est incroyable, c'est invivable. Mais pourtant, quand il pleut, les femmes sont dedans. Parce qu'elles sont obligées de rester dedans pour chercher ce que leurs enfants vont manger demain. Allez à Corée-Soa, vous allez voir. Le marché d'Acorée-Soa. Quand il pleut là, il arrive même, moi j'allais souvent au marché d'Acorée-Soa chercher des habits pour mes enfants. Quand il pleut, il y a des commerçants qui abandonnent. C'est-à-dire aussi, c'est mercredi qu'il y a eu pleut, ils ne sont pas arrivés au marché. Il va falloir que l'eau diminue complètement le niveau avant que les gars... Mais le lendemain, lorsqu'ils vont revenir dans le marché, ils seront obligés de payer le ticket. Et une précision, celle qui dit que tout va bien au Togo, celle qui a géré pendant au moins 15 ans, le ministère du développement à la base, où on a concentré les milliards pour construire les marchés. Et on a fait n'importe quoi, l'argent a pris d'autres destinations. Et le cas du grand marché est vraiment écœurant parce que même quand vous voyez, parce que c'est la route internationale, quand vous voyez... il n'y a même pas une gare routière. Il n'y a pas de gare routière. Alors, les chauffeurs qui vont au Bénin, à Néron, tout ça, ils garent au niveau de la plage. Ils garent sur la plage et il y a les canalisations qui rentrent dans la mer, qui sont totalement éventrées. Oui. Et il y a de l'eau il y a la boue, l'eau pestilentielle, tout là-bas. Et pourtant, dans ce pays, on nous a dit qu'il y a un projet Waka, il y a les mairies, il y a ceci, il y a ça. Et c'est un nid de microbes tout autour du marché, dans le marché. Et cela ne préoccupe absolument personne. Et quand vous allez dans les marchés périphériques, à Blokame et à Corée-Soa, à Goué et à Jidogome et tout ça, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que les femmes sont dans la boue, nos mamans sont dans la boue, nos soeurs sont dans la boue, ils vendent. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une structure qu'on a créée qui s'appelle EPAM depuis longtemps, qui est devenue une boîte à pomper de l'argent. Au lieu de responsabiliser les représentants des marchés, on a pris les gens de l'administration et sur des critères purement népotistes et tribalistes. Je le dis comme ça. On a nommé les gens. La directrice, elle est commissaire de police. Sa place, c'est dans un commissariat. Mais le ministre Boupessi, qui est l'autorité de tutelle du marché, a fait tout pour la mettre là-bas. C'est sa soeur. Et ils font de n'importe quoi. Ils raclent l'argent. Ils achètent des billets d'avion. Ils font les tons. Ils font tout ça. Et ils ont créé un réseau de sociétés bidons de ramassage d'ordures qui leur appartiennent. Eux, leurs proches. Ils leur donnent les marchés, ils leur donnent les marchés de ramassage d'ordures. C'est-à-dire que les sociétés qui font la propriété, le balayage, c'est les sociétés de leurs amis ou bien de eux-mêmes. C'est des sociétés écrans. Et à travers ce circuit, il faut sortir beaucoup d'argent. Et on n'arrange rien dans les marchés. On ne fait aucun travail, on ne fait pas de travaux, on ne fait rien. On ne réfléchit pas à paver quelques artères du marché pour que les femmes puissent être dans une situation où elles vont vendre dans la propriété. Et ces gens-là, c'est-à-dire que tu ne comprends pas quel est l'esprit qui les anime pour qu'ils puissent
s'accommoder à autant de boue, de saleté, et ça ne leur dit absolument rien. Le président Patrice Talon, quoi qu'on puisse le reprocher, a lancé une idée de nouveau marché sur un modèle africain. Oui. Il y a déjà les projets, il y a déjà les maquettes qui sortent. On est en train de voir. Ici, il y a quoi? Ici, on va construire des hangars en pleine ville. Hein? On dit que c'est des marchés. Je suis allé au marché de Vaughan. Hein? D'où celle qui dit que bon, tout va bien. Et ces marchés même construits sont abandonnés dans la brousse. Hein? J'ai vu. Le marché de Vaughan, il y a quelques hangars seulement, tout le reste là c'est des pailles. Et quand il pleut, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous allez au marché de Azaou, quand il pleut, problème d'assainissement. Vous allez au marché de Tablibo, problème d'assainissement, de l'eau, les gens sont dans l'eau. Vous allez au marché de, je ne sais pas, Palimé. On a construit le marché sur la route de Yokeli là-bas, c'est la catastrophe. Donc, comment est-ce que ces gens qui baignent dans l'approximation, qui baignent dans les projets non finis, qui baignent dans des visions étriquées, que vous nous dites que le Togo est en train d'avancer. On a honte, en tant que citoyen togolais, on a honte, parce que le grand danger, c'est que quand vous allez acheter dans ces marchés, vous achetez des microbes. Vous achetez des microbes, puisque... Alors qu'on nous a annoncé le choléra. Oui, là où on vend, les gens sont dans la boue, pour vendre les nourritures que nous mangeons, nous consommons à la fin de la chaîne alimentaire. C'est extrêmement grave. Et donc, il faut que les gens... C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné... Moi, je dis, le régime actuel ne pourra plus faire de miracles. Il a montré ses limites. Ils sont sclérosés. Ils sont à terre depuis. On dit en vernaculaire que Ota, donc, le fait qu'ils se maintiennent fait que le pays s'enfonce davantage. C'est-à-dire plus ils vont rester au pouvoir, ils vont faire des choses éparses qui n'auront aucun impact réel sur le développement du pays, mais le pays va continuer par s'enfoncer. Vous voyez déjà l'état de nos hôpitaux, les CHU, tout ça, c'est totalement abîmé dans l'eau. Dans l'eau. Maintenant, on fait la propagande, on dit oui, on est en train de construire un hôpital moderne, mais dans une zone boueuse où il y a de l'eau et que ce sera seulement un truc pour les riches. Tu comprends? Et donc, chaque fois, on fait de la propagande. On dit oui, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça. Les gens d'accord, attends. Donc, et les gens ne remarquent pas ça. C'est pour ça que nous allons, je l'ai dit la dernière fois, nous allons de la lumière vers les ténèbres. Et on risque même que notre avancée soit rapide. Parce que tant qu'il n'y aura pas vraiment une thérapie de choc, il n'y aura pas une nouvelle gouvernance avec des gens qui sont prêts à nettoyer le pays. Parce qu'il faut nettoyer le pays. Le pays est plein de cafards. Excusez-moi de le dire comme ça, le pays est plein de cafards. Les voleurs sont partout. Et ils ont l'assurance que personne ne leur fera absolument rien. Nous avons eu un témoignage ici que je tiens à partager avec ceux qui nous suivent par rapport aux enfants qui sont décédés à Sotubois dans l'effondrement de cette salle de classe. Il nous a été rapporté par des gens de la localité que les populations avaient cotisé pour rénover, pour reconstruire une nouvelle salle à la place de cette salle-là qui représentait un danger. Le proviseur, qui est un bras droit de Boukwesi, et puisque c'est la zone de Boukwesi, qui est plus puissant même que le préfet, parce que quand le proviseur parle, le préfet fait attention, parce que le proviseur a des relations directes avec le ministre. Le proviseur, c'est-à-dire il coiffe tout le monde là-bas. Le proviseur a bouffé les sous. Il a bouffé les sous. Et finalement, le drame est arrivé. Et qu'est-ce que le ministre de l'enseignement fait? Il enlève juste. Il enlève, on ne fait aucune enquête administrative, on ne fait rien. On l'enlève pour le mettre à la disposition de la direction régionale. Il a bouffé les sous parce qu'il est inier et parce qu'il a un soutien derrière lui. Et donc voilà comment, dans nos localités, dans nos villages, un peu partout sur le territoire, la politique est en train de détruire la vie tous les jours. Parce que les gens... parce qu'ils ont un soutien, il faut n'importe quoi. Donc voilà un pays comme ça où vous avez les petits Mussolini un peu partout, les petits Hitler qui naissent maintenant avec les nouveaux maires. Il y a les Hitler qui poussent parmi eux, qui font la terreur. Vous avez les préfets qui peuvent arrêter un infirmier parce que l'infirmier, on leur dit d'aller faire c'est pas un constat, un service. L'infirmier dit je n'ai pas l'argent pour me déplacer, le préfet le met en prison. Vous avez les petits Mussolini là qui sont un peu partout et qui servent le grand chef. Et donc, ils ont le champ libre, ils se substituent à la justice, ils se substituent à tout. Donc,
il suffit qu'il tape sur le poing sur la table, toi, prison. Il n'y a rien à faire. Donc, dans un pays comme ça, vous ne pouvez pas libérer les énergies, vous ne pouvez pas développer le pays. Les gens ont besoin d'être à l'aise pour développer leur pays. Les gens ont le sentiment que le pays n'appartient qu'à une catégorie de Togolais et la minorité. Parce que c'est eux qui ont droit à tout et les autres n'ont droit à rien. Mais plus on va avancer, le gâteau se faisant petit, le nombre de ficelés même dans le système va agrandir. Je ne sais pas si vous voyez. Et comme on dit que le communisme porte les germes de sa propre déception, un matin, le système va se détruire. Parce que, quand vous faites une enquête aujourd'hui, vous voyez que ceux qui sont les plus aigris sont les gens du NIR. Oui. Les gens qui ont mis beaucoup de leur argent. Ils sont des entrepreneurs, ils sont des petits hommes d'affaires. Pour que Faure puisse être maintenu au pouvoir en 2020, ils espéraient que, dès que Faure va finir de prêter serment, on va leur donner des marchés en retour. La Covid est venue. La Covid est venue, les gens ont fait des prêts dans les banques. Aujourd'hui, plus personne ne les écoute, personne ne les regarde. Et chacun, les gens ont commencé par gérer leur douleur dans le silence, en essayant de dire, le système là, comme si on ne leur avait pas dit ça avant. Donc, c'est comme ça que le nombre de frustrés tous les jours va s'agrandir. Parce que aujourd'hui, on fait seulement le choix des gens vraiment loyaux pour rester autour, dans le premier cercle. Les autres, c'est des gens, eux aussi bombent le torse pour menacer quelqu'un qui dame dans la rue, dire tu sais ce que je suis. C'est comme les gens qui sont dans les ordres ésotériques là, ils portent leur chapeau de cowboy là, ils disent oh ouais, mais alors que c'est des histoires tu vois. Donc c'est ça. Donc ils profitent de ça pour menacer les gens dans les quartiers alors que personne ne les regarde. Et c'est des nouveaux aigris du système qui vont au fil du temps faire imploser le système. Et vous allez voir. Merci beaucoup, Cardinal. Nous allons observer une pause, nous allons revenir après.